Attends, mais s'il y a un coup de vent, le truc, il va se péter la gueule ou pas? On va voir. On essaiera. S'il se pète la gueule, il se pète la gueule. Et le patron du bar, il nous fait, bon, ok, vous savez quoi, les deux frangins, là, continuez à profiter, vous buvez, et vous repasserez pour me donner la thune. C'est que, je pense que le Japon m'a appris à être plus patient. Je vais pas dire plus gentil, mais à être moins égoïste et à faire plus preuve d'empathie. Hello, hello! Aujourd'hui, on est à Kyoto pour un autre épisode exclusif. Excuse-moi, j'ai le caillou dans le cul, là. Ça commence très très bien. Et dans le ton, avec Tuan. Ça va et toi? Aussi dit le clochard magique. Enchanté tout le monde. Bah, merci à toi de me recevoir sur tes réseaux, sur ta chaîne. Japonais de Paname. On est ni à Paname et tu n'es pas japonais, mais ça c'est pas grave. Il est suisse, donc c'est encore un autre délire. Voilà, c'est un autre délire. Mais je trouve que son profil est hyper intéressant. J'avais vachement envie de t'interviewer. Moi, je suis avec mes lunettes de soleil là, comme si on est à la cool. Hein. Oui. De t'interviewer parce que t'as un profil intéressant. Tu vis à Tokyo depuis 10 ans. Ouais. Déjà, avant de rentrer dans le fond du truc, est-ce que tu peux te présenter vite fait pour oui, avec plaisir. Ben, écoute, merci pour cette petite introduction. Avec plaisir. Donc, je m'appelle Toine, aussi connu sous le pseudo de Toine Olabac dans le monde de l'illustration. Je suis de Genève. Et maintenant, ça fait au total 12 ans quasiment que je traîne mes pattes du côté du Japon et surtout de Tokyo. Et mon parcours, sinon, bon, bah, j'ai à la base un parcours assez classique. Études à l'université de Genève et je suis finalement devenu illustrateur et j'ai commencé à dessiner professionnellement, notamment avec des gens du milieu du rap, de New York pour commencer, des États-Unis, enfin c'est parti du côté de Los Angeles, etc. Et finalement, c'est arrivé du côté du Japon et puis également de la France. France aussi. Ouais. Donc je travaille à la base essentiellement avec des artistes hip-hop d'un petit peu partout en fait. Ok. Et du coup, comment t'as atterri au Japon? Pourquoi t'es arrivé au Japon? Tu dis pour vivre, hein? Ouais. Alors, ça s'est passé en 2 temps parce qu'il y avait une période de ma vie, comment dire, c'était une période durant laquelle j'avais la possibilité d'avoir énormément de mobilité. Donc, je faisais tout le temps des allées et venues, je voyageais beaucoup, je passais des mois, des semaines dans des pays différents, parce que j'étais, grâce à mon travail dans le dessin, ce qu'on appelle un digital nomade, on va dire. Et du coup, vu que j'avais un attachement tout particulier avec le Japon, j'avais décidé d'y passer de plus en plus de temps. Donc, ça a commencé par plusieurs semaines, puis plusieurs mois par année. Et au final, ce qui fait que de par mon parcours professionnel et les allées-venues que je faisais, j'avais déjà eu l'occasion de passer 3 à 4 ans au Japon, déjà juste à faire des allées-venues en tant que touriste, etc. Et par la suite, je suis revenu au Japon en 2018, où cette fois, je me suis installé, et puis j'ai eu les papiers en ordre, on va dire, jusqu'à maintenant, fin 2025, et puis voilà. Ok. On a les aigles au-dessus de notre tête. Je sais pas si vous les entendrez, mais c'est assez. Et les canards aussi, non? Les canards, on est en fait au bord de la Kamogawa. Ouais. Non, mais c'est agréable, très le cadre. Toi, ça va? T'es bien posé ou? Moi, ça va. Ok. Ça va, tranquille. Non, du coup, on n'est pas dans ce truc classique où on est à côté, parce que on a pris chacun un rocher. Mais professionnellement parlant, du coup, au Japon, t'as commencé par taffer dans quoi? Parce que là maintenant, en tant qu'illustrateur, t'es posé, t'es dans le game. Mais au début, t'as fait des petits jobs aussi, ou t'as commencé direct par le dessin? Non, pas du tout. Alors en fait, la chance que j'avais eue lors de, on va appeler ça la première phase où je faisais mes allées-venues, je travaillais déjà notamment avec un label de rap à l'époque qui était basé à Yokohama. Okay. C'est label Root Sound qui avait été créé. Je crois que le label n'existe plus maintenant. Ça avait été créé par DJ PMX et Kaizabro de DS455. Ils se sont pris la gueule, non? Enfin, ils sont embrouillés, je crois, ils se sont séparés. Les deux, hein? Je crois. Ah, je sais pas du tout. Il me semble. Je sais pas du tout. En tout cas, c'est l'équipe Root Sound et tout, c'est des gens que je fréquentais très souvent à l'époque. Donc,
Voilà, j'allais à leurs soirées, on avait les Bonenkai, les Shinenkai, plein d'événements différents. Donc moi j'étais surtout proche des rappeurs Richie et du chanteur Big Ron, qui faisait d'ailleurs partie du groupe d'ADSC avec DJ PMX, Kaizabro et Koz aussi. Et du coup voilà, c'était des potes que je voyais à chaque fois que je venais au Japon. Donc j'ai pu faire quelques visuels pour des artistes du label, etc. Pour leurs albums, genre? Ouais, pour couverture d'albums, ce genre de choses. Et ce qui s'est passé, c'est que là, on est dans un arc de 2011 à 2016, en fait. Ok. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que suite à des problèmes professionnels, j'avais plus la possibilité d'avoir autant de mobilité qu'avant. Du coup, je me suis retrouvé dans une situation entre guillemets normale où j'étais de retour en Suisse, retour au Bercail. Et j'ai décidé de me réorienter professionnellement. Donc, je suis reparti au Japon en janvier 2018. Ouais. Et j'ai fait le boulot que tant d'étrangers font. Mais j'étais prof d'anglais, en fait. J'étais pas prof de français, j'étais prof d'anglais. Ouais. Ça marche mieux l'anglais au Japon, quand même. Ouais. Déjà, je pense qu'il y a plus de demandes. Et de ce que j'ai vu, après, ça dépend, hein. C'était dans des établissements privés, à quel niveau tu peux enseigner, mais de ce que j'ai vu, les salaires dans l'anglais, c'est quand même mieux, quoi. Ok. Donc c'était combien de temps, du coup? C'était assez drôle parce que évidemment je continue à faire mes activités dans le dessin, ouais, à travailler avec des gens dans le milieu du rap, etc. Et en même temps, j'étais le professeur principal de mon école. Donc j'avais un petit peu ces deux facettes où t'es en costard cravate, où tu te présentes bien. Et après t'es en... Ouais, exactement. Et du coup, pendant cette période, quand j'étais prof, j'ai eu l'occasion de travailler avec aussi pas mal d'artistes rap japonais, comme AK69, Deftech. J'ai aussi dessiné pour Miyachi, JP The Wavy, Yellow Box, Léon Fanourakis, quand même assez récent, quand même. Ouais, c'est quand même. C'est pas que de la old school, quoi. Non, c'est pas que de la old school, mais ça reste quand même japonaise, quoi. Exactement, ça reste quand même la nouvelle génération. Donc toute cette génération-là, c'est des gens que j'ai eu l'occasion de dessiner, en effet. Lex aussi, Hideyoshi, des gens comme ça. Et joli book. Et voilà, quoi. Voilà, ça c'est un petit peu pour le rap. Ça c'était à côté, quoi. Tu oui, t'en vivais pas à l'époque. Non. C'était j'avais mes activités professionnelles de base dans l'enseignement, mais j'ai toujours gardé ce contact avec le milieu du rap en général. Et aussi, c'est aussi à ce moment-là que j'ai commencé à travailler pour plus d'artistes français, parce que il y avait pas mal d'artistes français qui venaient au Japon pour des collabs ou des trucs, ouais, des événements, faire des collaborations, travailler avec des marques ou ce genre de choses. Et du coup, c'est comme ça que j'ai pu rencontrer beaucoup d'autres artistes francophones et même travailler avec eux. Donc j'ai pu faire des visuels pour Vladimir Cauchemar, par exemple. J'ai aussi pu rencontrer d'autres personnes de la scène du rap belge comme Caballero, Jean Jass, To Die For, Aurel Sans, Cred, Ablay, etc. Donc voilà, c'était assez intéressant parce que j'étais un peu là au bon endroit au bon moment. Et j'ai surtout rencontré des gens aussi talentueux que humainement talentueux, artistiquement et humainement. Ouais. Donc j'ai toujours un petit peu fonctionné comme ça. J'ai toujours eu beaucoup de chance, je pense, en termes de rencontres humaines. Et voilà, donc ça a toujours continué à faire son petit bonhomme de chemin dans les collaborations avec des artistes étrangers. Ouais. Et puis là, pour le moment, en 2025, j'ai pas fait de... Oui, j'ai fait des collabs, mais avec des artistes funk, G-funk, des américains et français. Okay. Français qui s'appelle Kazé d'ailleurs, à qui je fais un bonjour. Et sinon, l'année passée, j'ai travaillé avec une structure japonaise, mais j'ai surtout travaillé avec des artistes américains l'année passée. Voilà. Ok. Et au niveau, si on revient à ta période de prof, ouais. Ça a duré combien de temps? Ça a duré jusqu'en 2023. 23 quand même. Ouais, donc pendant 5 ans, j'étais prof. Donc en fait, à la base, je suis devenu assez rapidement le professeur principal de mon école.
Et j'ai fait ça pendant 3 ans et demi. Puis après, j'ai travaillé pour une autre compagnie où cette fois j'étais pas à temps plein. J'étais à temps partiel, j'étais peut-être à 60%, quelque chose comme ça. Et je faisais mes autres trucs à côté. Et du coup, t'as basculé petit à petit en exactement. full-time. Exactement. Donc là, ça va faire 2 ans que je suis à nouveau que à mon compte et full dessin. En freelance, c'est ça? En freelance, ouais. Enfin, j'ai ma Coding Gigio. Donc ma entreprise perso. Entreprise perso, ouais, ma petite boîte que je vais fermer d'ici quelques semaines. Voilà. Mais est-ce que tu veux nous en dire plus? Est-ce que tu veux en parler maintenant On va continuer peut-être un peu plus dans le parcours. Ouais, ok, y a pas de souci. Mais évidemment, ça c'est le tease pour ce qui va arriver après. Mais en effet, je vais fermer ma boîte, voilà. Il va fermer sa boîte et c'est pour ça que je le vois aujourd'hui aussi. Exact. En plus, au-delà de se voir dans la vraie vie aussi, oui, qui est un plaisir. Ça se fait plaisir. Là, je réfléchissais à comment enchaîner parce que du coup, j'ai pas de questions sous les yeux. Ouais. Je t'ai demandé pourquoi le Japon, mais au-delà du côté artistique, est-ce que dans le pays, il y avait un truc qui t'a attiré en premier lieu? Pourquoi Parce que je sais que t'es allé aux US aussi pas mal. Ouais. Moi. Ouais. Alors, t'as beaucoup traîné avec des rappeurs américains, t'étais beaucoup sur la East Coast, si je me trompe pas. Ouais, en effet, c'est que mes contacts de base dans le hip-hop, même maintenant, mon cercle de base dans le rap américain, c'est surtout des artistes de New York, du rap underground ou du rap qu'on appelle plus communément, de rue, et notamment des artistes d'un quartier qui s'appelle Queensbridge en fait. Donc j'ai pas mal bossé avec des artistes de là-bas qui, pour la plupart, sont devenus des très bons potes. Puis on a eu l'occasion de se voir en Suisse, aux États-Unis et au Japon aussi. Et quand tu dis bosser, à chaque fois, c'est de leur dessiner leur pochette d'album ou tu fais d'autres trucs aussi? C'est des designs, par exemple, pour des t-shirts, c'est des visuels pour les albums, pour des mixtapes, pour des street CD, ce genre de choses. Donc voilà, c'est vraiment une tranche très underground du rap américain. Mais il y a quand même certains noms d'artistes que j'ai eu l'occasion de dessiner dedans, pour celles et ceux qui connaîtraient le rap. J'ai pu dessiner pour Cormega, j'ai dessiné pour Mobb Deep. Avant la mort de... Alors il y a eu 2 projets avec Mobb Deep. Donc voilà, je sais pas si ton public connaît spécialement Mobb Deep, mais je sais pas. Enfin en gros, commentez si vous connaissez. En gros, Mobb Deep, pour celles et ceux qui connaîtraient pas, c'est considéré comme peut-être le meilleur groupe de rap de tous les temps, au même niveau que des groupes comme Wu-Tang, etc. Et ils ont sorti un album qui s'appelle The Infamous, qui est considéré par énormément de personnes comme le meilleur album de rap de tous les temps, de partout. D'ailleurs, sans Mobb Deep, il y aurait pas de rap français. Il y aurait pas. Ça a été vraiment les racines d'une école du rap français avec le Booba de l'époque, label Time Bomb, etc. Enfin bref. Alors, j'avais fait la couverture d'un single pour Mobb Deep en featuring avec Rock the Jackal, qui est aussi un rappeur de Queensbridge. Et d'ailleurs, le morceau était produit par un Français du nom de DJ Modesty. C'est un producteur et DJ français, d'ailleurs, qui est très 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 fort. Donc j'avais fait la couverture de ce morceau. Et après, à la mort de Prodigy, qui est donc le rappeur phare du duo Mobb Deep, j'avais fait un visuel officiel en honneur de sa mémoire en fait, donc qui a été approuvé par la famille Johnson, donc la famille de Prodigy, etc. quoi. Et ils l'ont mis où? Enfin, quand ils en ont fait quoi? Alors c'était dans un ouvrage pour le mémorial, si je me rappelle bien. Ouais. C'était un t-shirt qui était sorti et tous les fonds étaient donnés à la famille de Prodigy en fait. Ok. Comment t'es arrivé au Japon? Alors, c'est vrai que les rochers sont pas hyper. On va bouger beaucoup. Hein. Non, ça allait, c'est bien pour la circulation. La circulation des fesses. Ouais. Et comment t'es arrivé au Japon? C'est vrai qu'à la base, j'étais très focalisé sur tout ce qui était américain, parce que ma première grande passion, c'est vraiment le rap. Et le Japon, en fait, même si j'ai toujours dessiné dans un style manga, même si j'ai toujours
Enfin après ça a vachement changé parce qu'avec le temps ça m'intéressait plus autant qu'à une certaine époque. Tout ce qui était Japanimation, tout ce qui était manga, j'avais beaucoup décroché. Et c'est juste que je suis parti au Japon une fois par hasard. C'était en 2009. Par hasard? Ouais, c'est un accident. C'est-à-dire? Parce que je devais partir à la base en Écosse avec un de mes meilleurs potes. Ouais. Et le voyage avait été annulé. Donc je m'étais retrouvé sans plan pendant cet été. Puis mon frère, qui était déjà parti au Japon l'année d'avant, donc en 2008, il m'avait dit pourquoi est-ce que tu viendrais pas au Japon avec moi? J'y retourne cet été. Et c'était en 2009. Et je me suis dit ouais, pourquoi pas, j'ai mis des sous de côté, j'ai pas de plan, vas-y. Et en fait, moi j'avais rien préparé parce que le Japon, je m'en foutais. Tu vois, j'avais pas envie de... Ouais, c'était pas... Non, c'était pas du tout mon focus, c'était pas une destination qui m'intéressait de base. Enfin, j'avais toujours eu envie d'y aller, mais c'était pas dans un mode, c'est comme dans les mangas, j'ai jamais eu ce rapport-là, tu vois. Les ramen... C'est marrant ça, parce que tu dessines des trucs d'anime. Enfin, assez anime, là. Oui, tout à fait. C'est parce qu'en fait... Ça a jamais été le focus pour te faire aller au Japon. Non. C'est ça qui est... Regarde, par exemple, en effet, moi, mes grandes années de passion pour tout ce qui est Japanimation et manga, c'est, on va dire, fin 90, début 2000. C'est vraiment, pour moi, mes meilleurs souvenirs de cette époque. Ouais. Mais voilà, j'étais un enfant et un ado pendant cette période. Et c'est ça qui a vraiment... on va dire, façonné et nourri mes inspirations et mon style de dessin. Ouais. Mais même après, moi, ma seule envie, c'était de bosser dans le rap. Et c'est vrai que ça veut un peu rien dire parce que j'étais en mode, moi, je fais pas de musique, je fais pas d'instru, je fais pas de beat, je rappe pas non plus, mais j'ai envie de bosser avec des rappeurs, tu vois. Et bizarrement, j'ai commencé à faire des dessins dans un style manga pour les artistes qu'on a cités avant. Donc finalement, je me suis servi de mon karaté que j'avais pratiqué dans mon coin pendant des années avec le dessin dans un style manga. Et je me suis dit, moi, je vais l'appliquer dans le monde du rap à ma manière. Et c'est tout simplement ça qui s'est passé, quoi. C'est bien. T'as trouvé ta touche, quoi. Ouais. C'est vrai que c'est un grand écart qui est pas forcément évident, mais moi, ça m'a jamais intéressé de travailler dans le monde de l'animation, du manga. Enfin, c'est pas mes priorités de vie du tout. Les nouvelles sorties, je suis au courant de loin, mais après, c'est pas pour dénigrer, mais c'est juste que c'est pour des questions de temps, de timing et aussi de priorité de vie et d'envie. C'est pas forcément dans mes priorités. Ouais. Exactement. Du coup, je pars au Japon avec mon frère et j'ai aucune attente. Vraiment, j'ai aucune attente. Et le truc qui me marque le plus, c'est les gens, en fait. C'est juste que je suis pas habitué à ce sens de l'hospitalité, à cette espèce de sympathie, de gentillesse ambiante. Et surtout venant du rap, qui peut être un milieu assez brut de décoffrage, où, je sais pas, tu vas dans les soirées, il y a des embrouilles, il y a des trucs bizarres qui peuvent se passer. Ouais. Et c'était pas le cas au Japon? Non. En fait, la première fois que je suis sorti en boîte au Japon, c'était lors de ce voyage. J'étais allé au Pure à Osaka. Avec mon frère. Ok. Et je vois des Japonais, genre ils sont habillés comme Nelly à l'époque, tu vois. Donc là, c'était vraiment c'était vraiment too much, tu vois. C'était vraiment, on dirait qu'ils sortent d'un clip du label Bad Boy et tout. J'étais d'accord. Et bon, tu vois, moi dans mon imaginaire entre guillemets, c'est que d'expérience, la plupart du temps, dans les milieux que j'ai pu fréquenter, les gens qui s'habillaient hip-hop ou qui avaient cette esthétique d'une certaine façon, c'était aussi et surtout des gens qui pouvaient avoir un certain vécu, on va dire. Donc moi, c'est l'image que je m'en faisais, parce que c'est vrai que je travaillais beaucoup avec ces artistes de ce quartier de New York dont on parlait avant. Et eux, le style de rap qu'ils font et le style de vie qu'ils ont, c'est quelque chose de très particulier. C'est vraiment, c'est la rue, mais pour de vrai, en fait. Donc moi, j'arrive ailleurs, je me dis, c'est des gens, ils sont dans la même matrice, etc. Ils sont en mode rap, ils s'habillent comme des quinries. Donc moi, je me dis, c'est peut-être des thugs, tu vois, aussi. Je me dis, c'est peut-être des voyous, tu vois. J'imagine trop les thugs. En fait, c'est pas du tout, quoi. Pas du tout. C'est juste que c'est des gens qui étaient hyper nice. Et puis, moi, ça m'a vachement surpris parce que tu te dis, mais en fait, le vrai esprit hip-hop, d'une certaine façon, qu'on essayait de vendre
dans les années 70, 80, peace, loving, having fun. Pour moi, ça a jamais marché aux États-Unis pour de vrai, tu vois. Il y a peut-être certains groupes comme tout ce qui est Native Tongue, A Tribe Called Quest, De La Soul, qui étaient vraiment à propos de cette mentalité, mais c'est une minorité par rapport à plein d'autres groupes de rap, etc., et à leur vécu de façon générale. Mais là, au Japon, non. J'ai vraiment découvert quelque chose de très positif. Et c'est là où je me suis dit, putain, en fait, les valeurs originelles du hip-hop, elles fonctionnent parfaitement au Japon parce qu'ils ont déjà cette éducation de base, cette droiture de base qui fait que ça matche bien. Ça matche bien, ils s'autorégulent et c'est super. Et en fait, c'est ça qui m'a donné envie de revenir au Japon, c'est la gentillesse des gens. Et d'ailleurs, l'un des plus grands épisodes de gentillesse qui m'était arrivé lors de mon premier voyage, c'était à Kyoto en fait. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai un attachement assez particulier avec tu viens régulièrement. Ouais. J'essaye de venir une fois par année environ à Kyoto. Voilà. Et c'était quoi l'épisode? Le truc, oui, le truc de bienveillance, je vais vous la faire courte, mais lors de ce premier voyage avec mon frère il perd sa carte de crédit et ma carte de crédit, elle se démagnétise. Oh purée, Ouais, donc là, on est en 2009. Tout ce qui est un petit peu digital, c'est pas vraiment ça, etc. Il y a encore 2-3 ans, déjà pour payer par carte, c'était encore. Exactement. Alors t'imagines à l'époque, c'était pas ça. Hein. T'imagines à l'époque, c'était vraiment très cash. Donc nous, on était dans la merde. Et puis c'était, je sais pas, peut-être après notre 3e ou 4e jour au Japon. Ah merde. Donc il y a ma tante qui a débarqué pour nous avancer de l'argent parce qu'on avait déjà notre voyage qui était programmé, on voulait aller à Osaka, Kyoto, etc. Il a débarqué d'où? Alors en fait ma famille en Suisse est très proche d'une famille japonaise ici. Ah, donc on n'est pas liés par le sang. Oui, c'est vraiment moi elle m'appelle son fils mais je peux pas dire maman, tu vois. Donc c'est ma tante, tu vois. Donc elle a débarqué, elle nous a avancé de la thune pour qu'on puisse faire le voyage, mais on était quand même hyper ric-rac au niveau du budget. Et un malheur n'arrivant pas sans un autre, la valise que j'avais, elle se fermait plus. Oh purée. Donc je me baladais avec un truc qui s'ouvrait comme ça à longueur de temps. Oh l'enfer. Et j'arrive à Kyoto, première fois à Kyoto et tout, et je me dis il faut que je trouve quelqu'un qui puisse réparer cette valise. Donc le staff de l'hôtel, il me donne l'adresse de quelqu'un, ils me disent écoutez, on n'est pas sûr, c'est quelqu'un qui a l'air de s'occuper plutôt de sacs en cuir et tout, mais bon voilà, vous pouvez essayer. Et à l'époque, il y a pas Google Maps et tout, hein, tu vois. Donc moi, il m'avait donné une espèce de vieille carte, il avait fait des traits, puis moi j'étais vraiment comme ça dans la rue à essayer de chercher le magasin. Et en fait, là, il y a des Japonais naturellement qui sont venus vers moi. Ça a commencé, c'était un facteur. Le premier, il me voit dans le quartier avec ma carte. Et il me dit en japonais, j'imagine, je parlais pas du tout japonais à l'époque, mais il me demande, oui, vous cherchez quelque chose? Puis moi, je lui dis, ah ouais, j'aimerais aller ici et tout. Il fait, attendez, il prend la carte, et il fait, venez avec moi. Et moi, je le suis. Et après, quelques mètres plus tard, on voit une petite vieille qui est en train de nettoyer devant le palier de chez elle. Elle nous voit, elle dit, ah, vous cherchez quoi? Il fait, on cherche ce magasin, puis finalement, on était comme dans un RPG, en fait. On était genre 4 à la queue leu. Il y avait 3 personnes qui se sont entre guillemets joints à la quête annexe pour venir m'aider, tu vois. Et trop gentil, il m'emmène au magasin de ce monsieur qui s'occupait des caisses et tout, des sacs. Et moi, je lui montre le truc et puis il regarde et tout. Il a l'air un petit peu réservé. Il essaye de bidouiller les trucs et franchement, ça lui met 45 minutes, 1 heure. Mm-hmm. Il n'arrive pas à réparer la valise, mais il arrive à réparer la fermeture éclair. Ce qui fait qu'au moins, je pouvais la fermer. Je pouvais pas la verrouiller, c'était pas safe, mais je pouvais la fermer. Et sachant que moi, j'avais pas d'argent, je m'étais déjà dit dans ma tête, ouais, je sais pas, peut-être ça va me coûter 10 000 yens. Purée, ouais. Je suis pas sûr, ouais, 7 000 yens. Et surtout qu'à l'époque, le taux du yen, c'était pas le taux d'aujourd'hui. Ouais, non, c'était quasi... C'était quasi comme 100 yens, 1 euro, voire même plus. Et du coup, le mec, quand je lui demande, voilà, je vous dois combien? Il me fait non, rien du tout. Puis j'étais ah bon, comment ça? Puis il me fait comprendre que non, vous êtes venu pour faire réparer votre sac. J'ai pas réussi à le réparer, donc je ne peux pas vous demander d'argent. Mais quand même, c'est grâce à lui que j'ai pu
continuer et terminer mon voyage sans me faire de soucis avec une valise que je pas que je scotchais, mais je prenais du plastique fin pour oui, je vois genre les wraps quoi. Ouais, exactement, pour l'enrouler. Du coup, l'année d'après, j'étais retourné à Kyoto. Ouais. Je suis retourné dans son magasin. Je lui ai demandé, voilà, est-ce que vous vous rappelez de moi? Puis il m'a dit, ah bah oui, la valise et tout. Ah ouais, purée. Et vu qu'on était au mois d'avril, bah je lui avais ramené un œuf de Pâques en chocolat pour le remercier. Et voilà quoi. C'est cool. Ouais, donc tout ça t'a fait aimer le Japon? Ouais, vraiment. C'est en fait à Kyoto, même il y a une autre histoire avec un bar qui est juste derrière nous là. Je sais pas si on voit je sais pas si on voit, mais c'est sur Pontocho. Le bar est sur Pontocho en fait. Pontocho, ouais, il est derrière. Et avec mon frère, on n'avait pas d'argent, donc on débarque dans le bar, on boit, on s'amuse, etc. Et à un moment, on se dit merde, on n'a pas assez de yens, on n'a pas assez de thunes quoi. Ouais. Et on demande ouais, est-ce que vous prenez les euros? Parce qu'on avait que des euros, tu vois, pour faire du change si jamais, tu vois. À quel point c'était une autre époque, parce que maintenant t'as des cartes, tu peux retirer du cash partout, tu peux payer partout, ça n'a rien à voir quoi. Clairement. Et le mec il nous dit non, je prends pas les euros. Et avec mon frère on se dit bon bah il faut en faire une mission, quelqu'un retourne à l'hôtel pour aller prendre du cash. Et aller-retour ça allait nous prendre 50 minutes genre. Et le patron du bar il nous fait bon ok, vous savez quoi, les deux frangins là, continuez à profiter, vous buvez et vous repasserez pour me donner la thune. Ok. Donc évidemment le lendemain on est revenu puis on lui a donné ce qu'on lui devait. Et là je m'étais dit mais c'est ouf que la confiance, ouais. Ouais, on était des touristes de passage. Tu vois, donc on aurait très bien pu se barrer et puis se dire on revient plus jamais ici, va te faire enculer et tout. Non mais c'est clair. Mais bon, déjà on n'est pas comme ça, mais aussi parce qu'on avait été tellement touchés par sa gentillesse et sa confiance qu'on est retourné finalement tous les soirs dans son bar. Et que après qu'on a continué à faire notre voyage jusqu'à Nagasaki et qu'on est revenu direction Tokyo, on s'est dit il faut qu'on fasse une halte à Kyoto encore une fois pour le voir encore, tu vois. Donc voilà, c'est ce genre de petites choses en fait qui te redonnent tellement foi en l'humanité de façon générale. Et ouais, je pense que j'ai vraiment rencontré parmi les gens les plus gentils ever au Japon. Voilà, pour la petite histoire. Et tu t'es installé à Tokyo, par contre. Ouais. Du coup, vous voyez pas Kyoto. Non. Pour des raisons pro. Peut-être. Oui, alors c'était pour des raisons pro, mais c'était aussi parce que la très très grande majorité de mes fréquentations, de mes amis, ils sont tous à Tokyo en fait. Donc c'est souvent des gens qui sont originaires par exemple de Saitama, même de Kitakyushu, Fukuoka, et qui pour des raisons estudiantines ou professionnelles ont bougé à Tokyo. Et voilà, pour moi en fait, je suis vraiment revenu à Tokyo à la base pour les gens. Et c'est vraiment la chose qui m'a donné envie toujours et encore chaque année de revenir et même de chercher à passer de plus en plus de temps possible sur place. Ouais. Ok. Du coup là, ça fait 12 ans. Ouais. Déjà, ouais, question que je pose comme ça, c'est vachement profond. On n'a rien préparé, du coup, il peut ne pas savoir comment y répondre. Mais vas-y. Comment le Japon t'a changé? J'adore demander ça aux gens qui sont là pendant très longtemps. Est-ce que tu penses? C'est une bonne question. Alors alors il y a deux étapes. Je pense que la première étape qui est un peu de surface, on va dire, c'est que je pense que le Japon m'a appris à être plus patient. Je vais pas dire plus gentil, mais à être moins égoïste et à faire plus preuve d'empathie. D'ailleurs, le truc qui est assez intéressant, c'est que beaucoup de mes amis japonais, quand ils ont quelque chose à reprocher aux étrangers, par exemple, c'est pas des trucs du genre ah ils puent, ils sont bruyants, je les déteste et tout. C'est assez souvent ils peuvent être égoïstes. Ouais. Tu vois, parce que et ça encore, c'est juste à cause de différences culturelles, mais c'est vrai qu'on se rend pas forcément compte des notions de distance, des notions de bruit, de discrétion, aussi tout ce qui a trait, et ça c'est, je pense, très central, c'est le kuki-o-yomu. Ouais. Donc savoir lire l'atmosphère. Lire l'atmosphère pour... savoir lire les non-dits. Et ça, c'est quelque chose à, sincèrement, 99% du temps, notamment avec des personnes qui, même s'il y en a certaines qui passent beaucoup de temps au Japon, mais qui sont pas forcément sensibles à ça, elles
elles sont pas capables de s'adapter et de lire l'air, de lire l'atmosphère. Mais est-ce que ça, c'est pas aussi parce que tu as traîné beaucoup avec des Japonais? Oui. Alors, parce que je pense que si tu vis au Japon et que tu traînes qu'avec des Français, par exemple, moi je parle de français pour la commune française, ouais. Toi t'es suisse. Mais est-ce que c'est pas aussi un des trucs que tu t'apprends avec au contact des Japonais justement? Oui, tout à fait. Tout à fait, parce que là, par exemple, je te parlais de l'exemple de Spot qui avait son bar et qui nous avait laissé boire, et nous avait fait une ardoise à mon frère et moi à l'époque. Lui, il m'a beaucoup appris sur, on va dire, la mentalité japonaise et notamment savoir lire l'atmosphère et ce genre de choses. Pour un exemple tout bête, c'est qu'une fois, j'étais dans son bar, il y a genre 2 ou 3 ans, voilà, on boit et tout, et on discute et on constate que à une table où il y a 3 ou 4 demoiselles, qu'elles ont l'air assez jeunes, tu vois. Puis moi je lui dis un peu comme ça, attends, t'es sûr qu'elles ont l'âge de boire, tu vois, parce que pour rappel la consommation d'alcool au Japon c'est 20 ans, mais en même temps les jeunes japonaises, asiatiques faisant que bon bah voilà quoi. Donc lui à un moment de la soirée, mon pote qui est donc le patron du bar, normalement pour prendre les commandes, les clients ils demandent et nous depuis le comptoir on les fait passer parce que c'est très petit, c'est un bar très cosy, etc. Mais là par contre il vient apporter lui-même les boissons. Okay. Donc je me dis déjà là il y a quelque chose d'inhabituel, tu vois. Ouais. Et il commence à parler avec elle. Ah, est-ce que c'est la première fois que vous venez ici? Ah d'accord, c'est la deuxième fois. Donc un peu du small talk on va dire. Ouais. Et à un moment il leur pose la question. Ah d'accord, vous habitez à Kawaramachi, vous habitez dans le centre de Kyoto? Ah non. On habite à tel endroit. Et en fait, là, elles se rendent compte, elles disent, ah, mais faut pas qu'on loupe le dernier train. Ah. Donc, en fait, lui, sa façon de s'enquérir du bien-être de ces jeunes filles, plutôt que de débarquer et puis d'y aller cash et puis de dire, ça va aller l'heure, là, le dernier train et tout, parce que, voilà, ça peut être dérangeant, ça peut être un petit peu trop rentré dans la sphère personnelle des gens. Juste en posant cette question qui est assez détournée, il a trigger le truc et tranquille, tu vois. Et c'est ce genre, c'est pas forcément l'exemple le plus parlant dans ce genre de situation, mais c'est ce genre de petits détails où toi, dans ta façon de t'exprimer, de te positionner, de communiquer avec les gens, tu vas leur faire comprendre des choses sans les exprimer de façon frontale, qui peuvent être parfois trop directes. À Kyoto, ils sont forts pour ça en plus. Ah bah ils ont une culture encore plus... Donc voilà, ça c'est un des petits exemples. Et en effet, c'est aussi pour cette raison que, je l'avoue, ça c'est aussi une discussion que j'avais eue avec des amis japonais. Mais c'est vrai que maintenant, vu qu'il y a de plus en plus de visiteurs, de gens de l'étranger qui viennent voyager, etc., des fois ça peut être très stressant. Parce que peut-être qu'ils ont pas les codes et c'est normal, c'est pas du tout un reproche ce que je veux dire. Mais c'est intéressant vu la foule de touristes là qu'on a à Kyoto. Même tu l'as constaté en arrivant, c'est intéressant d'aborder le sujet. Exactement. Et c'est pas un reproche genre vous savez pas vous tenir, vous avez aucune manière. C'est pas ça, parce que je pense très sincèrement que la grande majorité des gens qui viennent visiter le Japon, ils le font vraiment avec plein de bienveillance et plein de bonté. Ils pensent pas du tout à déranger qui que ce soit. Mais ils ont pas forcément autant la notion de ce qui les entoure, de l'espace, de la façon de se tenir que des locaux, par exemple. Oui, bah oui. Et c'est peut-être pour cette raison que des fois ça peut être un petit peu stressant. En tout cas, moi je le ressens comme ça. C'est si par exemple je sors avec des amis étrangers qui viennent rendre visite, etc. Ils se rendent peut-être pas forcément compte que si on fait une réservation dans un restaurant, faut vraiment faire en sorte d'être à l'heure. Faut vraiment faire en sorte d'arriver avec le bon nombre de personnes. Faut faire en sorte de bien se comporter, parce que moi qui fais l'intermédiaire en fait et qui sert un petit peu d'interface entre mes amis étrangers et puis la clientèle japonaise et le staff japonais, je ressens une pression des deux côtés. Parce que autant pour mes potes de l'étranger, j'ai pas envie qu'ils soient là à dire mais t'es casse-bonbon, t'es relou, c'est pas grave si tu on réserve pour 4, on arrive à 6 et tout. Et en même temps, moi qui suis le représentant de mes amis étrangers et de l'étranger auprès du staff d'un restaurant par exemple, j'ai pas envie de les déranger non plus. Tu vois, c'est pour ça que un exemple tout bête, il arrive plusieurs fois que quand je vais au restaurant avec des amis de l'étranger, nous on a cette culture où on traîne à table, tu vois. Oui. On aime bien prendre le digestif, le petit ristret à la fin, exactement. Ouais, c'est ça. Mais là, vraiment, si
le staff vient me dire ah machin, si jamais ça fait 2 heures et tout, tu comprends que tu dois partir. Mais des fois, bah tu vois, t'as les amis qui traînent, qui s'en rendent pas forcément compte, et même si t'as pas envie d'être le relou, parce que ça c'est aussi un truc que je déteste, c'est faire du gaijin-splaining. Ouais. Donc où moi entre guillemets je prétends avoir une certaine connaissance et j'ai pas envie de faire la leçon aux gens parce que déjà ça me saoule d'embêter les gens, je me sens pas forcément légitime de faire ce genre de choses. Donc il y a juste certains codes, je me les applique à moi-même, mais c'est vrai que quand toi tu appliques certaines attentes que tu as vis-à-vis de ton propre comportement et que tu t'attends à ce que d'autres personnes le fassent également, c'est là où il y a un décalage et où peut y avoir une friction en fait. Ouais. Ça, c'était la première strate de comment le Japon t'a changé. T'as dit, t'as 2 étapes. Oui, alors, la deuxième étape... On a mal aux fesses, quand même. Ouais. Mal au cul. la deuxième étape... Oh, purée, je vais rester un peu comme ça. Vas-y. Ah, la pause, la Yankee pose. La Yankee pose. La deuxième étape, c'est un peu ce qu'on appelle le gaijin fatigue. Donc, je sais pas du tout si c'est un terme qui est utilisé chez les francophones. En tout cas, en Suisse, c'est utilisé ou c'est toi? Non, c'est chez les anglophones. Les anglophones, ils font ça? Ça correspond à quoi? J'ai jamais entendu. Ah, pardon, j'ai dit gaijin fatigue. Ouais. Non, pardon, je parlais du Japan fatigue, pardon. Japan fatigue. Ouais, c'est encore autre chose, Le Japan fatigue, grosso modo, vraiment, en tout cas, pour moi, c'est, en fait, un moment où je ressens trop la pesanteur de la société japonaise, des règles et tout ça, des règles, du système en fait de façon générale. C'est pas du tout une pression que je ressens par rapport aux gens et au quotidien, tu vois. Ouais. Parce que je pense que le rapport que j'ai à la base et je pense que beaucoup de personnes ont aussi avec le Japon, c'est un rapport de surface qui est très émotionnel. C'est-à-dire c'est beau, c'est propre, les gens ils sont gentils. Ou ce genre de choses-là qui sont hyper agréables. Clairement. Par contre, tout ce qui a trait au système, où il y a en effet quand même certaines formes d'inégalité, où tu te rends compte que les instances du dessus, on va dire, elles exercent une vraie forme de pesanteur sur les gens. Et ça, c'est des trucs que tu vois à la longue, enfin que tu comprends à la longue, exactement. Donc c'est vrai que en tant que visiteur, à la base, quand je faisais mes petits allers et venus, c'était pas du tout, enfin, il y avait certaines choses auxquelles j'étais confronté, mais ça reste encore très de surface, tu vois, c'est genre, tatemae renné. C'est genre, tu rencontres quelqu'un, il te dit, ah, trop bien, je vais aller dans cette soirée avec toi, et finalement, il te répond jamais. Pour beaucoup de gens qui font un peu leurs premières expériences du Japon, tout ce qui a trait au tatemae renné, ça reste encore beaucoup à la surface, tu vois. Ouais. Et là, encore une fois, j'ai pas du tout la prétention d'avoir une connaissance absolue des choses, c'est pas ça, mais en tout cas, selon mon expérience et mon ressenti, je sens cette forme de pesanteur, tu vois, qui, en fait, ne me convient pas. Ouais. Tu vois, je sais que ça me convient pas. Ça n'a rien à voir avec le quotidien, ça n'a rien à voir avec mes amis ou les gens que je rencontre dans les milieux où je les rencontre. Parce que la plupart du temps, les gens que je rencontre, c'est souvent dans des milieux marginaux, où c'est des gens, ils ont envie de se détacher de ces codes le plus possible. Ce qui fait qu'au final, ça matche bien parce que ils ont quand même des points au niveau du comportement qui sont assez similaires avec nous, tu vois. Mais là, en l'occurrence, ce qui pour moi au départ, c'était vraiment en mode bon allez, gaman, on fait un effort, on se plaint pas. Au final, ça m'a fatigué. Et c'est pour ça que aussi je suis sorti du monde du travail. C'est pas l'une des raisons, mais les bénéfices que j'ai à avoir ma propre activité et aussi, je dois le dire, à essentiellement travailler avec des gens qui ne sont pas au Japon. Je ressens une espèce de légèreté que j'avais un petit peu perdu, en effet. Ouais. Là, tu vois, même dernièrement, il y avait un ami japonais qui est un artiste, il m'avait demandé de travailler sur un projet avec lui, mais j'ai refusé parce que c'était trop procédurier. Je voyais un petit peu l'investissement. C'était un peu relou. En fait, tu sentais que c'était lourd. Pour moi, c'est lourd. J'ai pas envie de juger dans le sens où c'est sa façon de faire et peut-être que
c'est comme ça qu'ils font dans le business de façon générale, parce que voilà, j'ai bossé avec pas mal de personnes japonaises dans le milieu de la musique et tout. Donc c'est vrai que des fois, il y a certaines choses, tu te dis, ça aurait pu être plus rapide ou plus simple, tu vois. Ouais. Mais en même temps, je comprends, c'est pas ma culture. À Rome, fait comme les Romains. Mais là, étant donné que moi, j'avais la liberté de choisir les personnes avec lesquelles je travaillais, bah, j'ai tout simplement refusé. Pas méchamment, hein. Mais je savais que le côté pression, le côté obligation, avoir des meetings téléphoniques, ah oui. ou des choses pour moi qui pourraient être des mails. Voilà, exactement. Donc je me suis juste dit, bah, je vais juste m'épargner ça, et voilà, je me refocus un petit peu sur des choses qui sont plus simples et moins lourdes pour moi. Mais encore une fois, pour moi, c'est important. Je cherche pas à juger le système, parce que même si j'ai un problème avec le système, bah le problème c'est moi en fait. Donc la seule solution c'est de sortir le système. Je suis pas là à m'en plaindre, à tirer sur les gens ou quoi que ce soit. Je sais très bien que c'est moi qui suis entre guillemets une anomalie, si je puis dire, parce que je ne corresponds pas, ou plutôt je ne corresponds plus, ou j'ai plus envie de correspondre aux attentes. Exactement. Je pense que tu as pas mal de connaissances au niveau de tout ce qui est les différentes strates de la société ou du système, comme tu dis. Je pense on pourrait aller un peu plus à fond pour expliquer ce que tu entends par là. Par exemple, quelles sont les choses... Tu vois, souvent on a l'impression que la société japonaise, elle est uniforme. Oui. Enfin, c'est souvent l'image qu'on a. Par exemple, moi, on m'a déjà posé la question de dire mais il y a pas de ghetto au Japon, il y a pas de machin. Par exemple, comment le rap il peut s'installer au Japon alors que Alors bon, pour le rap c'est une grande question. Je pense que t'en feras une vidéo d'ailleurs. Ouais, justement, je vais pas spoiler ça. Je suis en train de répondre à cette interrogation. Mais en fait, oui, il est vrai que historiquement, à la base, le Japon est assez homogène. Ouais. Donc à énormément de niveaux. C'est-à-dire que les gens sont des mêmes origines, même phénotypes. Tout est harmonieux en fait. C'est aussi l'un des piliers de la société japonaise, c'est l'harmonie, donc le wa. Et c'est aussi pour cette raison que pourquoi est-ce que les gens se comportent si bien, c'est aussi parce que les gens n'ont pas envie de déranger les autres. Et c'est donc une discipline de base qui existe. Voilà. Donc en fait, à la base, il y a vraiment une harmonie qui est également sociale, parce que même la classe moyenne à la base au Japon, même si les salaires à la base sont pas forcément mirobolants, ça suffit pendant un certain nombre d'années à être bien entre guillemets. Après, le problème, c'est que il y a plusieurs soucis qui rentrent en jeu. C'est que déjà les salaires, ils ont pas augmenté dans beaucoup de cas depuis 1997. Il y a une vraie stagnation salariale. Clairement. Après, il y a l'inflation. Il y a également l'augmentation de la taxe de consommation. Ouais. Et je crois que entre ma première fois au Japon jusqu'à aujourd'hui, parce que la taxe de consommation au Japon aujourd'hui, donc la TVA, elle est de 10%. Ouais. Elle avait augmenté en 2019. Je crois que quand j'ai ma première fois au Japon, je crois que la TVA ici, elle était peut-être à 5%, je crois. Je suis pas sûr. Mais en tout cas, le chiffre a quand même beaucoup changé. Là, elle est à 10, hein. Ouais, elle est à 10 maintenant. Et en fait, il y a aussi un gros problème qui est intervenu, c'était le Covid. C'est qu'en fait, à cause du Covid, il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés dans des situations beaucoup plus difficiles. Donc, il y a des écarts financiers qui se creusent d'autant plus. Et d'ailleurs, j'avais cette conversation avec un pote à moi il y a quelques semaines de cela. Lui, il habite à Kawasaki. Et Kawasaki, il y a certains endroits là-bas qui sont quand même assez populaires, on va dire. D'ailleurs, il y a pas mal de rappeurs connus qui viennent de là-bas. Je crois que Bad Hop, ils viennent de là-bas. Bad Hop, c'est Kawasaki, ouais. Et donc, il y a quand même une certaine forme de classe ouvrière, etc. Et avec le Covid, donc ça a créé évidemment un écart entre certaines classes. Donc aussi bien des personnes qui étaient déjà fortunées, qui ont su tirer leur épingle du jeu, et des gens qui malheureusement ne sont pas des white collars, mais qui sont des blue collars, et qui se retrouvent sans emploi, et qui ont de la peine à toucher des allocations ou ce genre de choses. Les allocations, c'est pas... Et du coup, cette classe moyenne, elle tend de plus en plus à se déliter. Et même, ça me fait penser à des conversations que j'avais avec des amis français il y a 10 ans.
eux, ils me disaient, ah là, je pense que pour être bien, il faudrait que je gagne 300 000 yens par mois. Maintenant, c'est... 300 000 yens, genre, on peut dire que c'est du 2005, là? Ouais, c'est même moins, hein, je te dirais. Ouais. Je pense que c'est même moins. Et maintenant, ben, la méta, elle est complètement différente parce que cet argent ne représente plus la même chose qu'à l'époque, tu vois. Et bon, il y a aussi les problèmes de natalité qui font que le fardeau des taxes va de plus en plus se reporter sur les nouvelles générations de personnes dans la vie active. Voilà, donc c'est une société qui va en... Bah après il y a plusieurs conversations qui vont dans ce sens, tu vois, parce que bah par exemple le prix des terrains il augmente dans pas mal de villes et pas mal d'endroits. Après le problème c'est est-ce que il s'agit d'une bulle spéculative. Ça c'est l'un des risques. Parce qu'évidemment vu que le taux du yen il descend, eh ben ça intéresse des investisseurs mais plutôt des spéculateurs de l'étranger où ils se disent ah bah voilà, pourquoi pas acheter ça, construire quelque chose dessus, enfin chacun voit midi à sa porte, on va dire. Et le risque que ça crée une bulle spéculative et que ça explose à un moment. Mais bon, pour le moment, c'est en hausse. Il y a certaines personnes qui prévoient que en 2025, l'économie va reprendre plus. Mais bon, voilà, moi je suis pas économiste, je suis pas spécialiste dans le domaine, mais ouais, je pense qu'il y a un côté un petit peu plus récessionnaire, j'ai l'impression. J'ai l'impression. Et on parlait tout à l'heure de... c'est une différente couche que je voulais voir avec toi spécialement, parce qu'on est assez... on est pas mal sur la même longueur d'onde au niveau du système médical, maladie au Japon. Tu peux en parler un petit peu? Alors... Parce que c'est un des trucs qui te saoule aussi. Ou pas? Alors oui, alors c'est un petit, encore une fois, c'est un petit peu en deux temps, parce que je trouve qu'à la base la proposition elle est cool, c'est-à-dire que si par exemple tu as un bon employé, enfin normalement si tu as un bon employeur, normalement il paye la moitié de ton assurance santé, toi tu payes l'autre moitié, c'est déduit de ton salaire, fin de l'histoire, tu vois. Donc ça c'est cool. Et quand tu vas chez le médecin ou quand tu vas acheter des médicaments, tu payes 30%, voilà. Donc ça c'est bien, franchement c'est hyper bien. Par contre, si t'es à ton compte, je trouve que le fardeau des taxes est beaucoup trop lourd. Il est beaucoup trop lourd. Et je vais pas rentrer dans les détails, mais ce que je paye pour mon assurance santé au Japon, c'est la même chose que je paierais en Suisse en fait. Sauf que t'as pas les mêmes. Ben j'ai pas un salaire suisse, tu vois. J'ai pas un salaire suisse, donc moi, c'était une question, même je me l'étais posée, c'est pas possible, est-ce que j'ai fait une erreur, il y a une erreur quelque part. Donc j'avais appelé la préfecture, enfin le coup là. Non, c'est pas la préfecture. Si, c'est la préfecture. Si, c'est ça. J'ai appelé le Kuyakusho, et puis ils m'ont dit, bah non, c'est ça que vous devez payer, etc. Il y a pas d'erreur et tout. Donc, bah, la pilule passe moins bien. Après aussi, ce qui me fait aussi relativiser, c'est que par rapport au système en Suisse, c'est qu'en Suisse, on a une franchise. Et la franchise, elle est souvent de 1500, 2000 ou 2500 euros. Et c'est seulement après avoir passé ce cap au niveau de tes dépenses médicales que tu vas être couvert, tu vois. Ouais. Donc, voilà. Mais là, ouais. Il est énervé, mec. Très fâché. Donc, mais ça, c'est quelque chose qui est normal en raison de la situation actuelle. C'est-à-dire que moins il y a de personnes actives, moins il y a de personnes qui payent d'impôts, moins il y a de personnes qui participent activement à l'économie, parce que l'économie au Japon, c'est énormément basé sur le consumérisme. Hein. C'est vraiment une économie de consommation. Et ça crée un déséquilibre. Je sais plus ce que c'était, les prévisions. Est-ce que c'était pour 2070 ou quelque chose comme ça? Mais, sauf erreur, hein, allez faire vos propres recherches. Mais j'avais vu, selon des statistiques, qu'une personne active devrait couvrir... 1,5 personnes actives devrait couvrir pour une personne à la retraite, en fait. Je crois que mon mari m'a sorti ça, ouais. T'as sorti ça aussi? Ouais, je crois, ouais. Donc, puis bon, aussi le truc qui fait pas plaisir, c'est que au niveau de la retraite, hein, moi j'ai beaucoup d'amis, de parents de mes amis
ils pourront prendre leur retraite à 79 ans, tu vois. Donc là, évidemment, je parle de gens qui sont dans des situations pas spécialement joyeuses, tu vois. Et est-ce que c'est la majorité de la population qui est dans cette situation? Je sais pas. Mais en tout cas, dans mon cercle proche, qui sont des gens un petit peu du tout venant, qui sont pas forcément des gens qui ont des boulots de médecin, des tafs qui payent très très bien. Eux, c'est vraiment à la base la classe moyenne. Je pense qu'il y a des choses de plus en plus difficiles qui s'annoncent. Tu sais, il y avait aussi une de mes élèves. Elle doit avoir un peu plus de 70 ans, quoi. Elle m'avait dit que elle voulait pas que son fils ait un enfant. Ah ouais? Ouais, elle voulait pas que son fils ait un enfant, puis j'étais un peu surpris parce que c'est étonnant d'habitude. C'est le rêve de toute mère d'être grand-mère, tu vois. Ouais. Et elle me dit ouais, mais c'est parce que regardez, moi à mon âge, je suis encore en train de travailler. Elle devait travailler 3 jours par semaine. Et elle m'a dit moi mon fils, il gagne pas très bien sa vie, il a pas un boulot fantastique. Donc si c'est comme ça pour moi, qu'est-ce que ça va être pour lui? Et qu'est-ce que ça va être pour mon petit enfant, tu vois? Ouais. C'est triste. Et mais vraiment, ça m'a rendu triste, tu vois. Alors, bon, je tiens vraiment à signaler que, attention, hein, il s'agit pas de toute la population. Oui, il s'agit pas de toute la population. Il s'agit pas de faire du Japan bashing ou de faire des critiques, on va dire bêtes et méchantes. C'est juste que il y a certaines réalités, certaines mécaniques qui se mettent en place ou qui vont se mettre de plus en plus en place. Et elles témoignent d'un quotidien qui est plus difficile. Après, bon, moi, je suis suisse, tu vois, donc je sais pas comment c'est en France. Mais bon, voilà, pour quelqu'un qui est ici et qui observe la situation, c'est juste mes quelques remarques. Voilà. Pas super bien logé en France non plus, mais bon. Là, je pense que le Japon, c'est quand même... C'est plus difficile au Japon, tu penses? Je pense. Au niveau de la retraite, en tout cas, oui. Même si nous, on est sur la mauvaise pente aussi. Ouais, peut-être que vous avez encore... Il y a des restes, mais je pense que peut-être encore au niveau des millennials, ça va peut-être passer, mais au niveau des Gen Z, je pense que là... Ça passera pas, quoi. Non. C'est pour ça qu'on constate que le système retraite, en fait, c'est une pyramide de Ponzi, quoi. Tu vois, s'il y a plus de nouveaux participants, les joueurs d'après, ils vont pas pouvoir en profiter. Non. Mais c'est aussi ce que le Japon a essayé de mettre en place ces quelques dernières années, c'est NISA, là. C'est donc un fonds comme un espèce de fonds d'épargne qui pousse les gens à déjà épargner pour la retraite. Avec des taux. Ouais, alors je sais plus pour quelles années, combien de temps au départ, mais t'as pas d'intérêt, t'es pas taxé sur tes intérêts en fait. Et en fait, voilà, tu laisses tourner ça et puis ça fait des petits et puis ça devrait t'aider à aller mieux dans l'avenir. Donc il y a quand même des solutions qui sont mises en place et puis bon après. Tu sais que j'ai entendu parler de ça en France aussi récemment. J'ai écouté un podcast et ils ont mis, t'as un mec qui a fait une start-up, je me rappelle plus du nom. Je pense que vous vous souviendrez peut-être en commentaire, mais il a mis en place une start-up comme ça de. Ah ouais. Ouais. Pour pousser les gens à ouvrir des épargnes qui fructifient pour la retraite justement. Moi je pense que plus que jamais, c'est l'un des secteurs les plus à venir au Japon, tu vois. Je pense que l'IA aussi, c'est aussi un grand secteur dans lequel il y a des vrais billes à se faire ici. T'as fait une vidéo dessus d'ailleurs. Ouais, je la mettrai en description. Merci beaucoup. Parce qu'on va pas partir dessus, mais non. C'est un autre sujet. Et je pense aussi que le halal, c'est un gros business à développer ici. Ici? Ouais. Et j'en vois de plus en plus, hein. Ouais, je pense parce que là, en fait, vu que vegan, végétarien, halal. Mais je pense que le halal, c'est dans le sens où la natalité est tellement en train de baisser qu'en fait, ils ont besoin de faire un moment ou un autre. Hein, il va y avoir, je pense, besoin de faire venir plus de travailleurs, notamment d'Asie, d'Asie du Sud, d'Asie du Sud-Est, parmi lesquels il y a beaucoup de musulmans. Et maintenant, il y a de plus en plus de voyageurs musulmans, que ce soit des Malais, des Indonésiens, etc., qui viennent. Donc, moi, je pense que c'est un business intéressant à développer dans ce sens-là. Ouais. Je voulais en arriver au fait que tu as décidé de partir.
Oui, tout Parce à que fait. là, du coup, depuis tout à l'heure, on tourne autour du pot, mais on ne l'a pas officiellement dit. Ouais, Donc, tu as décidé de rentrer en Suisse. exactement. Comment c'est venu? Je pense que c'est venu petit à petit, avec le temps, avec tout ce que tu as raconté avant. Oui, ben, en fait... Mais comment la réflexion est venue vraiment au point où tu te dises, vas-y, c'est bon. Alors, en fait, la réflexion, ça fait déjà depuis 2020 et 2021 que je sais que je veux partir, tu vois. Ouais, quand même. Ça fait déjà... Covid, déjà. Ouais. Donc, est-ce que c'est lié à ça et au changement qu'il y a eu avec, ou Non, c'était pas forcément à cause du Covid, hein. C'était pas en liaison par rapport à ça. C'est juste que après, moi, ce que je dis, c'est que je veux influencer personne. C'est juste mon avis, tu vois. Donc, je cherche pas à convaincre qui que ce soit. Tu me poses la question. Bah, chacun a son vécu et son expérience. Toi, ça fait quand même exactement 12 ans sur place. Donc, c'est juste que je te parlais un petit peu avant de cette question de friction par rapport aux institutions et aux gens qui étaient au-dessus. Et j'ai de plus en plus le sentiment que certaines personnes au pouvoir... Bon, après, tu vas me dire, c'est dans tous les pays, hein, certainement. Je crois qu'il y a un ras-le-bol mondial. Ouais. Je te dis, enfin, là, t'es dans un dark mood, mais en France, je pense qu'on est dans un dark mood aussi en ce moment. Mais bon, bref, continue. Ouais, non, mais c'est juste que, voilà, j'ai pas confiance en les institutions ici. Autant, tu vois, le sentiment de sûreté, de sécurité que je ressens d'un point de vue de la surface. Ouais. Je l'ai pas derrière les coulisses, on va dire. C'est bizarre, hein. Non, moi, bizarre. Enfin, je capte ce que tu veux dire. C'est juste, c'est mon ressenti par rapport à ça. Et en fait aussi, avec le temps, ben, en voyant certains changements, tu vois, c'est juste que j'ai compris que mon âge d'or était terminé. Et pour moi, c'est important de dire que c'est pas l'âge d'or du Japon qui s'est terminé, parce que chacun fait son expérience ici, chacun kiffe, et peu importe si t'es venu il y a 1 an, tu vas venir dans 2 ans. Moi, je suis vraiment partisan pour que tout le monde se fasse plaisir, fasse des expériences, c'est le plus important. Mais moi, je sais que par rapport à tout ce que j'ai vécu, à toutes les personnes que j'ai pu rencontrer pendant ce laps de temps, pendant toutes ces années, c'est différent, tu vois. Mais je suis conscient que c'est trop facile de dire que le Japon, il a changé. Parce que moi, j'ai pas envie de rejeter la faute ou genre la responsabilité sur quelque chose d'autre. Et faire le vieux con, genre. Exactement. Moi, j'ai changé, tu vois. J'ai plus le même âge que ma première fois ici. La première fois que je suis venu au Japon, j'avais 25 piges. Ouais. Maintenant, j'en ai 41, tu vois. Donc, on est pareil. Donc, mon regard sur les choses, il a aussi beaucoup changé. Et c'est là aussi que c'est assez marrant parce que moi, à la base, je suis très, très à propos de brinques, de sorties. J'aime beaucoup faire la fête, etc. Et là, ces dernières années, donc notamment depuis 2020, 2021, etc., bah, j'ai commencé plus à m'intéresser à des choses de vieux, tu vois. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Oui. Mais c'est des choses en fait pour lesquelles j'avais déjà un intérêt parce que voilà, mes études à la base, j'ai étudié Sciences Po, j'ai fait du journalisme aussi, etc. Et finalement, ces choses que j'avais apprises à l'époque, ben, elles reviennent maintenant. Tu vois, elles te reviennent même utiles. Ouais, mais même, tu vois, des ouvrages de sociologie ou des ouvrages de penseurs japonais ou de réal politique sur le Japon que j'avais lu à l'époque, bah maintenant, je sais pas, ça repop et ça fait sens. C'est la vieillesse qui... Ouais, bah oui, bah tu vois. T'as une espèce de sagesse qui... Exactement. Et du coup, bah je pense en termes de facteurs un peu de vieux, bah tu vois, on parlait de la retraite avant. Bah je pense en termes de retraite, tu vois. Je sais que c'est bizarre parce que pendant très longtemps... Non, mais quand t'es jeune, qu'est-ce que tu vas penser à la retraite en vrai? Ouais, mais c'est vrai. Mais tu vois, mon mood de vie, en plus, à l'époque, c'était vraiment... je veux pas vivre longuement, je veux vivre largement. C'était vraiment mon motto de vie, c'était vraiment en mode genre... J'espère que je serai en vie l'année prochaine. Bah, je pense aussi, c'est parce que je suis marié, tu vois. Ouais. Et je pense que si j'étais... Peut-être que si j'étais encore célibataire et que j'avais pas de responsabilité du côté de chez moi, je me poserais pas ces questions. Mais là, maintenant, le fait d'être marié, le fait d'avoir des responsabilités vis-à-vis de ma femme, vis-à-vis de ma famille aussi, là, ça peut paraître très bizarre, mais je pense tellement moins à moi, en fait. Ouais.
Et là, par exemple, c'est une anecdote un peu bateau, tu vois. Ouais. Mais c'était il y a un peu moins d'un an. Ma femme, qui est japonaise, donc, et qui n'a jamais eu l'occasion de vivre en Europe et tout, elle a vécu 3-4 ans aux États-Unis. Ouais. Mais elle n'a pas une expérience de l'étranger aussi conséquente que celle que j'ai pu avoir en étant en Europe, etc. Ouais. Et une fois, elle m'avait proposé d'aller faire de la plongée avec elle. Elle m'a dit, ouais, je prends des cours de plongée, tu veux venir et tout, ça peut être cool pour toi, tu peux faire ton baptême. Et moi, j'ai dit, non, ça m'intéresse pas, tu vois. Elle fait, mais si, tu peux faire ton baptême dans la plongée. Et je lui dis, ouais, mais j'ai déjà fait mon baptême dans la plongée. Puis elle me fait, comment ça? Je fais, ouais, j'ai fait mon baptême de la plongée, dans les Pouilles, en plus. Je l'ai fait, non, ouais, je l'ai fait dans les Pouilles, je l'ai fait en Italie. Et puis, son visage se ferme un peu, elle a l'air triste. Et je lui demande, ça va? Et puis elle me dit, ouais, tu te rends pas compte de la chance que t'as eue, quoi. Puis elle dit, ouais, écoute, tu peux aller faire de la plongée en Italie. En plus, moi, je lui parlais de mes vacances quand j'étais petit. J'allais souvent en Italie à la plage, en Espagne. Je savais pas ça, tu vois. Oui, moi, j'allais souvent à Rimini, etc. À Carrare, etc. Et pour quelqu'un du Japon, elle me disait, mais pour nous, si on est des gens, on va dire, de classe normale, classe moyenne, c'est pas possible, ce genre de choses. Si t'as des enfants, tu peux pas leur offrir ça. Ouais. Et ça m'a un peu rendu triste. Et je me suis dit, tu sais quoi, en fait, on a qu'à partir en Suisse et puis on ira faire de la plongée. Ouais, si on veut se faire un week-end à Édimbourg, on pourra le faire. Si on veut partir à Parme en voiture, on pourra le faire. Parce que ça, c'est aussi un sentiment que j'ai et qui motive mon départ. Parce qu'évidemment, il y a la distance avec la famille, les amis, etc. Ouais. Et comme on dit, on ne rajeunit pas, quoi. J'ai pas envie de manquer des moments importants, on va dire. Et c'est pour cette raison que ces dernières années, en fait, j'ai un peu le sentiment d'être prisonnier du Japon. Ah. C'est un sentiment bizarre, hein, parce qu'en fait, ici, il y a tout. Il y a une nourriture incroyable, culture riche, des décors fantastiques. Mais il y a tout, justement, qui te fait pas sortir de là. Ouais, exactement. Et en fait... Et le fait que ce soit une île aussi. Oui, mais en fait, ce sentiment de protection, parce que évidemment, le fait que ce soit une île, que le Japon soit aussi harmonieux, avec autant de discipline, etc., et que le taux de criminalité est tellement bas, etc., c'est unique, tu vois. Et... C'est aussi parce qu'à 99,9%, t'es coupable. Hein. Oui, oui, c'est vrai que c'est un autre débat. C'est un autre débat, mais c'est vrai que tu n'as pas intérêt à faire le zouave. Ouais, parce qu'ici, ils rigolent pas. Mais c'est aussi pour ça que... Est-ce qu'en fait, le fait d'être au Japon, pour moi, hein, c'est une question que je me pose à moi-même. Ouais. Est-ce que c'est une protection ou est-ce que c'est un enfermement? C'est une très bonne question. Tu vois, c'est une très bonne question. Et en fait, maintenant... Tu le ressens plus comme je le ressens plus, et c'est juste que c'est mon choix personnel. Encore une fois, c'est pas une critique vis-à-vis du pays. C'est vraiment quand je fais intervenir des gens, c'est pas pour vous dire tiens, vous voyez, c'est pas la peine d'aller vivre au Japon, ça n'a rien à voir. C'est vraiment parce que chacun a son ressenti du moment au moment où je leur pose des questions. Exactement. Et toi, en ce moment, t'es dans c'est justement pour ça que je lui avais demandé, parce que je trouve que le point de vue est assez honnête, et c'est assez rare de l'entendre et que c'est intéressant. Ah, d'accord. Tu vois? Ok. Écoute, après, est-ce que c'est aussi parce que j'ai peut-être vu des mauvaises choses ici, tu vois? J'ai vu des problèmes de justice, j'ai vu des problèmes, on va dire criminels, et en fait, c'est trop bizarre, hein. Mais il y a quelque chose qui me fait peur. C'est-à-dire? Je peux pas rentrer dans les détails, mais quand je te parlais des coulisses, il y a des choses en fait qui m'angoissent. Voilà, c'est bizarre, tu vois. Donc pour revenir à ce que je disais, c'est ce sentiment en surface de plénitude, de sûreté. Je le ressens pas, ou je le ressens plus, peut-être parce que j'ai vu ou j'ai été confronté à certaines choses. Et là, t'as passé le tatemae, quoi. Depuis un petit moment, on va dire. Enfin, tu vois un petit peu... ouais. Tu t'arrives à lire entre les lignes aussi et tu vois des trucs qui sont
Mais après, que tu vois pas au début. Oui, c'est vrai. Mais après, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est bien de les voir, tu vois? Moi, je dirais que oui. Vous avez 4 heures. Non, en fait, c'est la question que je me pose parce que moi, j'aime le Japon. Vraiment, je pense que j'ai jamais aimé autant un pays que le Japon. Mais je pense que c'est justement parce que j'aime le Japon qu'il y a certains aspects sur lesquels je suis honnête vis-à-vis de moi-même, tu vois. Et je pense que on va continuer à s'aimer, mais c'est juste que... Ce sera un amour à distance. Exactement, voilà. C'est tellement beau, dit comme ça. C'est beau, non? Mais voilà, vraiment, je tiens vraiment à insister sur le fait que je fais pas une critique pour bâcher le Japon, dire que c'est pourri, pas du tout. C'est un pays qui est fantastique. Et c'est juste que maintenant, à ce stade de ma vie, avec les besoins que t'as, avec les besoins et les envies que j'ai, ça me correspond plus. Et c'est pour ça que je m'en vais. Et si c'est pas trop indiscret, vu que t'as évoqué ta femme, je l'aurais pas évoqué sinon, mais tu l'as évoqué toi-même. Oui. Ta femme, elle le vit comment, le fait de partir vivre en Suisse? Est-ce que c'est un truc justement qui lui fait peur ou c'est un truc qui l'enthousiasme au niveau de justement de voyage, de trucs? Ça l'enthousiasme beaucoup. Ouais. Ça l'enthousiasme beaucoup parce que c'est quelqu'un déjà qui aime beaucoup la nature. Même si on habite à Tokyo, dans le centre, elle vient d'une région qui est plutôt très nature, très tranquillou. Elle adore les animaux. Elle adore les fruits et légumes. Et c'est vrai que ici c'est assez cher, quoi, tu vois. Donc tu fais un petit peu plus attention quand tu vas aller acheter des fraises. Mais là, du coup, oui, elle est très excitée à cette idée. Et surtout de savoir que le reste du monde est plus facilement à portée de main, tu vois. Ouais, c'est vrai. Parce que, faut pas se le cacher, l'un des gros avantages de la Suisse, certes, le coût de la vie est élevé, mais les salaires sont très très élevés. Ce qui fait que tu peux très facilement voyager. Enfin, c'est difficile de trouver un pays aussi cher que la Suisse, en fait. Ouais, donc où que t'ailles, c'est pas cher, quoi. Voilà, en gros. En gros. Et du coup, peut-être les États-Unis, c'est pas le bon moment pour y aller, j'ai l'impression. Je crois qu'on va laisser tomber les US en ce moment. Ce sera pas pour tout de suite. Mais si tu veux aller ailleurs, tu veux voyager en Chine, tu veux revenir au Japon, tu veux aller en Espagne, en Europe, etc., à droite à gauche, on peut tellement le faire facilement. Et je pense que ce côté riche de culture également dans lequel j'ai grandi, parce que en Suisse on parle 4 langues, tu vois. Ouais. On a 4 langues nationales. Tu parles italien ou pas? Je parle pas du tout italien. J'aurais essayé. Mais ouais, je crois qu'ils parlent un italien normal en Suisse-Italie. Oui. Ah oui. Ah, ma proprio à Paris, elle est suisse. Ah, et elle habite en Suisse italienne. Ah, ok. Donc elle est super cool, elle me prend jamais la tête, elle est en Suisse. Ouais. Quand elle vient à Paris, on se fait des bouffes et on parle que en italien. Ah, trop bien. Ouais. Et c'est de l'italien super super propre, super beau, propre. Ouais, je me demandais si ça va être comme du suisse allemand. Je sais pas, le suisse allemand c'est un peu plus les Allemands, ils considèrent que ça fait un peu pecno, non? Sans vouloir être disons que ça sonne très agressif. Ah ouais? Le Schweizerdeutsch, ça sonne très agressif. Mais bon, tu vois, les Suisses allemands, pardon, je suis suisse romand, donc c'est un petit peu chien et chat, on va dire, mais toujours dans la bienveillance. Mais les Suisses allemands, tu vois, eux, de base, ils parlent 3 langues. Ils parlent Schweizerdeutsch, ils parlent Hochdeutsch, et ils parlent anglais. Ouais. Il y en a beaucoup qui parlent français aussi. C'est des machines de guerre, tu vois. Et si, par exemple, j'ai des enfants, et ça, c'est aussi l'un des désirs dont ma femme m'avait fait part. Elle m'avait dit, ça me dérange pas de rester au Japon. Pas du tout. Mais si tu veux un enfant, je veux pas avoir un enfant au Japon. Ah ouais? Ouais. Ah, ça vient d'elle, en fait? En tant que, pas la raison de partir en tant que telle. Ouais, mais je veux dire, ça vient d'elle, carrément pour oui, pour un enfant, tu dis? Une femme, pour un enfant, ouais, ça vient d'elle de dire ça. Elle m'a dit qu'elle voulait pas avoir un enfant ici. Après, à cause de quoi? À cause de quel standard? L'éducation, les règles, je pense que c'est un peu de tout, tu vois. Les frais aussi. Ouais, je pense que c'est un peu de tout. Après, il y a des gens, chacun a son avis là-dessus. Elle, son avis, c'est que elle voit, elle est venue en Suisse, elle a vu, tu sais ce qu'elle m'a dit quand elle a vu les enfants de mes potes? Non. Elle m'a dit, j'ai jamais vu des enfants
aussi heureux de toute ma vie. Non, c'est vrai. Ouais, elle m'a dit ça. Et moi, je sais pas, c'est des enfants qui courent. C'est des gosses. C'est des gosses, tu vois. Et puis, bon, après, je veux dire, les enfants au Japon, ils courent, ils s'amusent, évidemment, ouais, tu vois. C'est pour ça que j'essayais de comprendre à quel niveau ils étaient plus heureux, Mais je pense qu'en fait, ça l'a surpris de voir que, avec l'un des enfants de mon pote, elle pouvait lui parler en anglais, alors que lui, il parlait français. Et le gamin, il avait 6 ans, quoi, tu vois. Donc, et il captait? Oui, il est anglophone. Il est anglophone et francophone, tu vois. Génial. Et du coup, elle était là, mais il se passe quoi ici? Voilà, les gens, ils ont des backgrounds multiculturels, cosmopolites, très bien intégrés dans la société de façon générale. Ouais. Et du coup, c'est très très riche, tu vois. Donc aussi, en ayant travaillé dans l'éducation ici, j'ai vu que l'éducation, je préfère l'éducation en Suisse. C'est juste mon point de vue, tu vois. J'ai préféré l'éducation en Suisse, donc là aussi, c'est aussi un autre petit truc qui fait peser les choses dans la balance. Ouais. Ça joue, ça. Et puis voilà quoi. Mais encore une fois, le Japon, c'est un pays incroyable qui a énormément de choses à offrir. Et pendant de longues années de ma vie, pour moi, c'était le maître étalon, c'était là où je voulais être, c'était ma Rome, c'était ma Rome, c'était mon New York, c'était pour moi mon centre du monde. Et en devenant un vieux con, j'ai commencé à prendre en considération d'autres choses. Ouais. Donc voilà, ce qui explique que mon choix a shifté, tout simplement. J'aimerais juste dire un truc. Vas-y. La chose qui m'a donné envie de revenir et toujours revenir au Japon, c'est vraiment les Japonais. Et même si je quitte le pays, je reviendrai toujours pour les magnifiques personnes que j'ai rencontrées ici. Et d'ailleurs, j'emmène avec moi la plus magnifique personne du Japon avec moi, à savoir ma femme. Mais voilà, c'est... Et du coup, elle est obligée de regarder cet épisode. Quand elle apprendra le français. Ah non, mais maintenant, il y a les voix automatiques en anglais, là. Ouais, mais faut les mettre, hein. Il faut juste activer. Ouais. Ouais, mais ça se fait tout ça marche bien? Ah ouais, c'est incroyable. Je vais essayer de faire ça sur cette vidéo, du coup. C'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Je vais tester. Du coup, t'as un public plus large. Ouais, parce que c'est pour ça qu'une de mes vidéos, normalement, mes vidéos, si elles marchent bien, elles font peut-être 1500-2000 vues. Là, elle a fait 7005. Ah. Parce qu'il y a plein de gens des États-Unis qui ont regardé, ouais. Génial. Ah ouais, ils m'ont dit, tiens, c'est bizarre. Mais il faut que j'active ça pour les Japonais, parce que la famille à mon mari se plaint, elles disent, t'es mignonne, hein. On regarde tes vidéos, on essaie de te soutenir, mais tes podcasts d'1h30, 2 heures. On comprend pas, ouais. On va pas se les taper parce qu'on comprend rien. Tu peux pas mettre des sous-titres. Du coup, je vais faire ça. Je sais pas s'il y a le japonais. Alors, je sais pas encore s'il y a le japonais, mais en tout cas, l'anglais, ça fonctionne très bien. Je vais essayer. Mais d'ailleurs, tiens, on va se quitter là-dessus. Oui. Parle-nous un tout petit peu de ce que tu fais sur les réseaux. Oui, alors moi toi, c'est principalement plus Insta, YouTube. Les réseaux. Alors les réseaux, je les utilise. Faut se calmer les petits là. Il y a des choses à dire. En fait, le problème c'est que je crois qu'il y a un nid là. On s'est foutu. Ah oui, il y a le nid, ouais. Ouais, il y a un nid de corbeaux. Il est exactement là. Ils sont excités à mort. Putain. J'espère qu'au montage, je vais pouvoir camoufler ça, mais on va voir. Bonne chance. Merci. Oui, qu'est-ce que je fais sur les réseaux? Alors je présente mes dessins, bien évidemment. J'utilise surtout Instagram, X et Facebook pour présenter mes dessins. Tu m'enverras les liens. Oui, je les aurai en description. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Hein. Abonnez-vous. Et sinon, c'est surtout sur TikTok et YouTube que je parle du Japon. Ouais. Et en fait, je parle du Japon selon mes petites expériences dans le milieu du divertissement, dans le milieu de la musique. Et si par exemple, il m'arrive une anecdote ou quelque chose de négatif, j'ai pas envie de m'arrêter sur cette impression. J'ai envie d'essayer de comprendre pourquoi ce genre de comportement, pourquoi est-ce que j'ai pas envie de les qualifier de négatifs et de les accuser de base. Et c'est juste une démarche de compréhension afin d'essayer de mieux comprendre ce qui fait partie de ma vie et ce qui a fait partie de ma vie pendant aussi longtemps. Et c'est justement à cet égard que mon background estudiantin, te sert. Ouais, il a une certaine utilité parce que ça me permet de mettre ça en parallèle avec. Tu fais des décryptages intéressants, je trouve. Merci beaucoup. J'aime bien sur TikTok. Ça fait pas si longtemps que ça que tu t'y es mis à faire ça, mais tu fais des vidéos courtes extrêmement instructives sur la société japonaise. C'est gentil.
Et voilà, sinon, bah voilà, si vous le voulez bien, abonnez-vous. Et puis abonnez-vous à la chaîne de Tina aussi. Merci. Et comme ça, j'ai pas besoin de conclure. Voilà, elle a pas besoin de conclure. Et puis une fois de plus, hein, pour les gens qui sont jamais allés au Japon ou qui ont un projet pour le Japon qui est peut-être d'y passer plus de temps, bah il faut le faire. Ouais. Là, ce dont j'ai parlé dans la vidéo, c'est des choses qui partent d'un vécu de plus d'une douzaine d'années maintenant. C'est pas une vérité. Tu parleras à des gens qui sont un peu plus, enfin, soit qui vivent sur place ou qui ont vécu longtemps. Ou, bon, après, peut-être qu'il y a des gens, ils ressentent pas du tout la même chose, tu vois. Ouais. Donc, mais je veux dire, ça peut parler à des gens, oui. Par exemple, ça peut parler à des gens comme moi. Ok, tu vois, bah, parfait. Nous, on a eu beaucoup de discussions en privé, c'est aussi pour ça que je voulais le faire intervenir. Dans le privé, on a beaucoup ce genre de discussions. Et, c'est rare que je puisse parler de ce genre de ressenti avec des personnes. Ah, bah, ça fait plaisir. Vois. Mais vraiment, encore une fois, chacun a son expérience. Ce que vous voyez sur les réseaux d'un créateur de contenu ou d'un témoignage d'une personne sur un blog ou je sais pas quoi, ça dépend toujours de la personne. C'est toujours perso. Donc, il faut pas vous dire que si vous voulez vivre l'aventure et vous voulez y aller, il va se passer la même chose. C'est pas du tout le cas. Et ça, tout dépend de vous. Voilà. Votre propre expérience. Voilà. Elle est mignonne, la mamie, là. Elle est trop mignonne. On vous la montrera pas parce que... Elle va perdre son chapeau, là. Oui. Bref. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Faites des super thanks. Commentez, likez. Super et continuez à suivre. C'est trop bien les super thanks, c'est trop bien. Je crois que j'ai même pas activé ça. Ah, il faut mettre les super thanks. Ouais. En fait, les gens, ils te font une donation directe sur YouTube. Je sais pas, j'ai l'impression d'être une clocharde. Bah, moi, je suis déjà le clochard magique. Toi, t'es le clochard magique, donc toi, tu peux. Bah, je demande pour elle, donnez-lui des sous, là. Donnez-lui des sous. On va se quitter là. Ça commence à partir en vrille. Ouais. Je vais aller prendre un petit café avec monsieur, là. Oui, let's go. Et à plus. Ciao. Merci. Bye.